Bienvenue dans Histoire et Mémoire. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'adoption par l'Union africaine de la déclaration d'Alger sur les crimes coloniaux en Afrique. L'Union africaine a consacré la journée du 30 novembre comme journée en hommage aux martyrs africains, les martyrs de la traite transatlantique, les martyrs de la colonisation et les martyrs de l'apartheid. Il s'agit donc de montrer avec mes invités comment on est passé de la dénonciation du fait colonial à sa criminalisation. Rendez-vous dans quelques instants, le temps de rejoindre mes invités pour évoquer cette victoire africaine. A tout de suite. Qualifiant le colonialisme de crime contre l'humanité, l'Union africaine, qui a adopté la déclaration d'Alger le 15 février dernier, exige justice et réparation. Il faut dire que durant la conférence internationale d'Alger sur les crimes coloniaux en Afrique tenue le 30 novembre et le 1er décembre 2025, elle a été soulignée par les experts et par les historiens que le système colonial est responsable de génocides et de pratiques assimilées à des génocides en Afrique. En dépit de ces pratiques, toutes sortes de crimes organisés et systématiques sont commis un peu partout sur le continent africain. Il s'agit notamment des exécutions extrajudiciaires, des tortures, des viols, des déportations, des travaux forcés et des spoliations. Qualifiés de crimes d'État et de crimes contre l'humanité, imprescriptibles, ces exactions systématiques sont la cause de multiples traumatismes ayant touché plusieurs générations. Le système colonial est aussi responsable de pillage des ressources, de la destruction des cultures en Afrique et surtout de la spoliation du patrimoine africain. Si le colonialisme est à l'origine directe de la perte de la souveraineté, de la dénaturation identitaire et du sous-développement économique, il est aussi incontestablement un système inhumain, immonde, qui n'a pas hésité à réaliser des explosions et des essais nucléaires sur des populations civiles en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique tout entière milite pour la reconnaissance officielle des crimes et la restitution du patrimoine culturel spolié par le colonialisme, malgré la posture des anciennes puissances coloniales figées dans le déni et l'occultation d'un passé qui ne passe pas. Bienvenue dans Histoire et Mémoire. Le 15 février 2026, l'Union africaine a adopté la déclaration d'Alger sur la criminalisation des crimes coloniaux. Il sera question dans cette émission justement des crimes coloniaux et leur criminalisation. Il s'agit donc de revenir sur le processus, c'est-à-dire qui va de la dénonciation à la criminalisation avec l'historien Hosni Kitouni, et à partir de Texas aux États-Unis, nous aurons l'historien Benjamin Brouwer. Monsieur Hosni Kitouni, bonsoir, bienvenue dans Histoire et Mémoire. Merci. Benjamin Brouwer, bonsoir et bienvenue dans Histoire et Mémoire. Merci, content de vous. Donc avant d'entamer le débat, je vous invite à découvrir le sommaire de l'émission et on revient juste après. Hosni Kitouni, je commence avec vous. Le fait que l'Union africaine ait adopté ce texte, la déclaration d'Alger, qui a été adopté le 1er décembre 2025, constitue véritablement une avancée dans
le traitement de la question du phénomène colonial, en fait de compte. Ce n'est pas simplement une avancée, je crois que c'est un pas décisif sur le plan international, sur le plan africain. Pourquoi ? Jusque-là, les pays africains, le discours, la rhétorique des États africains était une rhétorique éthique, était une rhétorique morale. C'est-à-dire qu'à l'égard de la colonisation, et notamment de l'esclavage, on portait un jugement moral sur les actes de colonisation, les actes de violence, aussi bien l'esclavagisme, l'exploitation, etc. On disait que c'était mal. On inscrivait cela dans une rhétorique universaliste en considérant que ces pratiques étaient une rupture par rapport aux valeurs, par rapport aux principes portés par les États occidentaux et notamment par l'Europe. Or là, avec la déclaration d'Alger, c'est une rupture épistémique, idéologique, politique, où on ne considère plus les actes de violence comme étant des actes spécifiques, exceptionnels. Mais c'est sur la colonisation elle-même qu'on va porter un jugement, pas seulement moral, mais un jugement juridique, où on considère que la colonisation en soi, en tant que processus d'agression, de domination, etc., est un crime qui doit être jugé non seulement moralement, mais également juridiquement. C'est-à-dire à qui on va demander des comptes, aux États coloniaux, on va leur demander des comptes sur les actes qu'ils ont commis au cours du processus colonial, aussi bien concernant l'esclavagisme que concernant la colonisation. Voilà cette rupture. Donc c'est une rupture épistémique, c'est une rupture sur le plan théorique, dans la perception de la colonisation et non plus seulement dans ses effets. Voilà en quoi c'est... Benjamin Braour, qu'est-ce que vous en pensez avec cette adoption donc, de la déclaration d'Alger par l'Union africaine? Moi, je vois dans les termes historiques là, de longue durée, parce que c'est un travail qui était recherché depuis plus que 200 ans, à l'époque où le système de droit international il a pris sa pleine forme autour de la Révolution française. Et à cette époque-là, les colonies, les non-européens, ils étaient exclus du système international de droit. Et à chaque reprise dans le XXe siècle, quand il s'était rétabli ou élargi, par exemple dans la conférence de La Haye sur la loi et la guerre, les colonies étaient exclues. À la fin de la Première Guerre mondiale, là, quand il y avait un grand système normatif là, pour régler la sécurité internationale, les colonies étaient exclues. Et aussi, à la fin du Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'espérance par des gens aux États-Unis, en Afrique, en Asie, Afrique du Nord, en Europe, que ça allait marquer la fin du colonialisme, l'impérialisme, et que des gens non européens, des gens qui ne sont pas blancs, seraient admis pour la première fois dans un système de droit international qui ne s'est pas passé. Il y avait la guerre froide qui est intervenue et tout ça. Et à San Francisco, dans l'été de 1945, en fait, c'est juste qu'à la même époque, il y a des massacres, c'était également dans l'Est algérien, partout dans l'Est algérien et les autres parties de l'Algérie, qui étaient suivis par des journalistes, des diplomates qui étaient à San Francisco pour forger les Nations Unies. Et qui a fait une polémique. Les gens ils disaient « Qu'est-ce qui se passe ici en Algérie? C'est la fin de la guerre. Et pourquoi nous, les Blacks américains, les colonisés partout dans le monde, ne sont pas inclus dans un système de droit international? Pourquoi on n'a pas nos droits ?» Hosni Kitouni, Benjamin Braour évoque un marqueur historique 1945 qui nous permet justement de revenir sur l'évolution de cette violence coloniale. C'est-à-dire, il y avait un avant 45 et un après 45 par rapport donc
à l'histoire de la violence coloniale. Hein. Mais je crois que 1945 est également un moment paroxysmique, un moment de rupture. Pourquoi ? La violence coloniale s'est construite, c'est un processus pratique, mental, politique, c'est une praxis sociale. La violence, ce n'est pas des actes ponctuels séparés les uns des autres, mais la violence coloniale est une violence sociologique, est une violence sociale, est une violence mentale, c'est une violence. Et cela s'est construit durant tout le processus colonial. Alors, il faut revenir à son origine. Pourquoi le colonisateur en Algérie, par exemple, a été contraint, porté à ce type-là de violence, une violence qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, une violence génocidaire. Pourquoi la colonisation française en Algérie a été fondamentalement violente? Cela tient à deux éléments, deux facteurs essentiels. Il faut dire que les colonisateurs, l'État, l'armée française a une tradition de violence coloniale. Il faut rappeler Saint-Domingue, il faut rappeler ce qui s'est passé antérieurement, il faut rappeler l'Espagne, la guerre d'Espagne, il faut rappeler la guerre d'Italie, où la France, où l'armée française a développé un exercice de violence antipopulaire. Ce n'est pas des violences de guerre traditionnelles, c'est des violences antipopulaires. Une armée qui tente de massacrer, d'excuser un peuple. Et donc, il y a un apprentissage de l'armée française dans des guerres antipopulaires. Ça, c'est une longue tradition. Et quand ils sont venus en Algérie, ils sont venus avec cette tradition-là. C'est-à-dire, c'est pratique, cette connaissance. En second lieu, la nature de la résistance présentée par le peuple algérien à la domination coloniale est une violence éparse. Ce n'est pas une violence d'une armée, c'est une violence multiforme qui se présente, qui est dispersée à travers les tribus, etc. Et donc, par sa nature, la colonisation qui non seulement veut dominer, mais également veut créer les conditions d'un système périn, c'est-à-dire d'un système qui va survivre à long terme et permettre, et c'est là l'élément essentiel, c'est permettre l'existence d'un peuplement colonial en Algérie. C'est-à-dire non seulement elle doit maîtriser une résistance, celle des Algériens, mais également créer les conditions pour que le peuple colonial puisse vivre dans l'apaisement, dans la tranquillité, etc. Bugeaud exprime cela parfaitement. Il dit, il faut qu'on terrorise la population pour qu'elle intègre la soumission comme condition de son existence. C'est-à-dire, voilà pourquoi... C'est la terreur comme procédé absolument. Qui va permettre donc à ce système de prendre racine, mais également de durer dans le temps. Benjamin Brouwer, n'est-ce pas? Oui. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est pratique, utile de voir ces questions dans longue durée. Et les dénonciations qui étaient faites dans le cas de l'Algérie, depuis l'armée française a mis le pied en Algérie. Vous avez des intellectuels, des leaders algériens comme Hamdam Kodja qui a fait son livre Le Miroir pour dénoncer dans le terme là, dans le nom de normatif de la loi internationale. Et aussi un collègue là, Hamid Abou Darba, qui est allé à Paris, qui a fait beaucoup de lobbying pour que les Algériens soient représentés, qu'ils aient une voix politique dans leur propre gouvernance, qui était refusée. Et tant jusqu'au mouvement national du XXe siècle,
il y a cet effort-là. Et chaque fois, il y a soit une violence directe, physique. Abu Darba, il était mis en prison, il était exclu d'Algérie. Hamdam Kodja aussi, il était mis en exil. Il n'a pas pu faire sa vie en Algérie. Et bon, vos auditeurs, ils connaissent bien l'histoire de répression du mouvement national dans le XXe siècle. Et chaque fois refoulé, effacé. Et voilà, un peu, c'est un autre aspect de la violence coloniale, si vous voulez. Notre aspect, Hosni Kitouni, donc il y a la terreur comme procédé, mais il y a d'autres procédés qui seront mis en place par, notamment avec Bugeaud. Oui. Je crois que l'invention exceptionnelle qui a été faite par l'armée française en Algérie, c'est la razzia. Et Benjamin a très bien étudié ce phénomène. On a l'impression, quand on dit razzia, ça sonne un peu banal à notre oreille. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui a été emprunté à l'arabe, razzou. Et donc, quand on entend, et ensuite, ça a été naturalisé dans le discours populaire. Maintenant, on dit, on va faire une razzia dans un magasin. Et donc, ça a été tellement naturalisé que ça a perdu son sens, sa vérité. On ne sait pas exactement ce que c'est. Or, la razzia, c'est l'entreprise la plus barbare, la plus génocidaire, la plus destructrice qu'ait pu inventer une armée dans un pays. Et d'ailleurs, la razzia a été ensuite transposée par l'armée française en Afrique. Qu'est-ce que la razzia? La razzia, c'est la troupe française qui décide de surprendre une tribu à l'aube. Ça commence la nuit, la colonne part pour encercler une tribu qui est installée, et à l'aube, elle est attaquée. Qu'est-ce que font les soldats? Les soldats doivent piller, c'est-à-dire prendre tout ce qui a de la valeur. Emporter le bétail, c'est très important. Il faut qu'ils razient, emportent tous les bétails. 3. Il faut qu'ils prennent des otages, le maximum d'otages possible parmi les femmes et les enfants des personnages. Et 4, c'est détruire, assassiner, tuer tout ce qui cherche à fuir ou à résister. Donc là, ensuite, quand on a arrivé à ça, on va couper les arbres, on va détruire les cultures, on va détruire les maisons. C'est en quelque sorte Razzia aujourd'hui, mais à une petite échelle au niveau d'une tribu. On va détruire les conditions de vie et de reproduction de la tribu. Dès lors qu'une tribu est razziée, économiquement, elle n'existe plus. Ensuite, ça vient la dispersion, etc. Et Bugeaud préconisait de répéter les razzias plusieurs fois de suite et là, Benjamin a écrit un texte formidable là-dessus. Il dit transformer la population en un débris d'individus, en des poussières d'individus, n'est-ce pas? Je crois que Benjamin peut très bien parler de cela. Benjamin Brouwer, donc il y a une tentation génocidaire, d'ailleurs, dans les livres que vous avez consacrés à la colonisation du sud algérien, du Sahara algérien, on peut lire facilement cette tentation génocidaire qui caractérise l'entreprise colonialiste française, n'est-ce pas? Oui, une tentation dans les idées, aussi dans les actes. Voilà. Dans le Sahara, vous avez des massacres à grande échelle là, sur les résistances à Zacha, à la Louate. Moi, j'ai fait une partie qui était moins connue dans les Ksour, de sud-ouest algérien, où c'était exactement ce qu'il a dit, M. Koutouni, sur la razzia. Il coupait les palmiers, il cherchait tous les silos là, des réserves de blé, tous les vivres, pour qu'il n'y ait plus de conditions de vie.
Hein, il tuait directement, mais surtout, il coupait la capacité de vivre pour semer la terreur et pour qu'il n'y ait plus d'ennemis à long terme. Alors ça, c'est intéressant. Et en même temps, pendant que ces actes ils passent, il y a des théoreticiens de la violence extrême. Et le plus fameux, c'est un médecin, Dr. Baudichon, un médecin français, un homme de gauche, hein, c'est assez important à souligner. C'était très progressif dans son temps. Il s'est marié avec une féministe anglaise. Il était pour le peuple, etc., etc. Mais un peuple, il était raciste. Il voyait des questions dans les Européens, les Blancs et les non-Européens. Et pour lui, le progrès, c'était la capacité d'aller dans le futur, la modernité. Il n'y avait que des Européens qui avaient cette capacité. Et en Algérie, il était médecin en Algérie. Il écrivait des textes d'une violence. Vraiment, on ne le voit pas jusqu'au XXe siècle dans l'Holocauste. À l'époque de l'Holocauste et les grands mouvements génocidaires du XXe siècle. Ça veut dire qu'il a déshumanisé les Algériens de point de vue de culture, religion, mais même biologique. Ouais. Dans leur physique, là, il parlait dans ces termes, parce que c'est un médecin. Il voyait des choses comme ça d'un point de vue scientifique. Et pour lui, la modernité, le progrès en Algérie, il vient que si les Algériens ils n'existaient plus comme peuple, comme il a dit Hosni là sur le poussière d'homme, ça c'est un politicien français qui a dit ça. Jules Cambon, à la fin du 19e siècle, il a dit qu'est-ce qu'on a fait en Algérie? Il y a plus des institutions sociales, il y a qu'une poussière d'homme. Et ça aussi c'est une question intéressante parce que même s'il y a des gens comme Baudichon qui écrivaient, etc., des actes, des bourgeois, et tant de bourgeois qu'il y avait en Algérie, des colonels, etc., des officiers qui faisaient exactement comme lui, il y a aussi une résistance, une opposition dans l'opinion publique française, et aussi, bien sûr, dans l'opinion algérienne. Tous les travaux qu'il a fait, l'émir Abdelkader, pour qu'il y ait un échange de prisonniers, par exemple, ça c'est une façon par laquelle il voulait qu'une sorte de loi internationale ou islamique s'impose sur le champ de bataille. Que les prisonniers, ils ne se font pas massacrer, qu'il y a un échange, que c'est une guerre, il y a les lois pour les musulmans comme pour les Européens et qu'on s'impose ces lois sur le champ de bataille en Algérie. Et on connaît la suite de ça. Elle n'était pas, c'est pas quelque chose qui a pris racine malheureusement. Mais aussi, oui, comme historien, je pense que c'est, pour moi, je vois les tendances d'une violence extrême, point de vue très avant-gardiste, si vous voulez, pour les génocides qui viennent dans le XXe siècle, mais aussi un contre-courant d'opinion publique, des leaders, des intellectuels, des politiciens qui disent non, basta, on peut plus faire ça. Et le problème historique, c'est pourquoi eux, ils n'étaient pas écoutés. Pourquoi eux, ils ont perdu. Voilà, c'est une bonne question. Oui, bien voilà, Hosni Kituli. Parce que le colonialisme, en fin de compte, c'est l'aboutissement, la violence coloniale plutôt, hein, qui est l'aboutissement d'un processus. Oui, c'est une excellente question. Pourquoi la France a perdu en Algérie? Pourquoi? C'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Moi, c'est un sujet qui me fascine. Je me dis, l'image est simple. Quand la France a colonisé l'Algérie, c'était une population de 3 500 000 à 4 millions d'habitants, d'après les statistiques enfin les évaluations les plus probables. Hein. Kamel Kateb a fait un travail très intéressant là-dessus. Bien, donc on l'évalue en 3 millions, 4 millions. La France, c'était une population de 40 millions. C'était une puissance coloniale puissante, avec une armée de 500 000, c'est la grande armée, le mythe. De 500 000 hommes qui, avec Napoléon, ont tenté de conquérir toute l'Europe, la Russie, etc. Donc c'est une puissance. Face à 3 500 000 à 4 millions de personnes. Et je crois que
il y a une caractéristique spécifique, non pas de la France, mais de l'Algérie. C'est-à-dire que c'est une population résistante qui avait pour elle l'avantage du terrain, bien ancré dans le sol, et socialement cimentée par la religion musulmane. Je crois qu'on oublie souvent de signaler l'importance de la religion comme facteur de cohésion, à la différence d'autres peuples qui ont été colonisés. Les Algériens ont trouvé dans la religion un ciment, non pas simplement religieux, mais ciment national, qui a permis de résister et de tenir. Et je crois que ce sont des éléments, le terrain, la religion et l'injustice fondamentale de la colonisation. C'était quelque chose qui, par ses actions, par son acte, était injuste. C'est ce qui a permis de bien... Il y a un autre élément que vous avez évoqué, c'est-à-dire le rapport à la terre, parce que l'enjeu, au XIXe siècle, l'enjeu de la colonisation, c'était la spoliation des terres, les meilleures terres aussi. Oui, c'était la terre. C'était au début déjà avec Clausel. Hein. Dès qu'arrive Clausel, il dit, moi, Clausel, ancien esclavagiste, qui a perdu ses terres, qui est ruiné. Dès qu'il arrive en Algérie, il dit, moi, on va s'emparer des terres. Ben, c'est comme ça, il était une obsession personnelle. Parce que ça sera le propre même du système colonial un peu partout en Afrique. Donc, l'enjeu, c'était les richesses naturelles tout d'abord. Non, c'était la terre. Il y a deux manières. Hein. Le débat parmi les Français, parmi les colonistes, a été ça. Est-ce que faut-il coloniser un mode de colonisation d'exploitation, c'est-à-dire rester dans les villes et utiliser l'élément autochtone pour exploiter, tirer les richesses, etc. Ou bien au contraire, exclure, chasser la population algérienne de ces terres et ramener des colons d'Europe pour faire. Donc ça a été les deux options qui ont continuellement traversé le corps politique français. Ça a été résolu en 1039 avec l'arrivée. Je pense que pour comprendre la colonisation de l'Algérie, il faut souligner le rôle exceptionnel d'un personnage qui est le maréchal Soult. Le maréchal Soult, qui a été ministre de la guerre et ensuite président du Conseil, a joué un rôle fondamental dans la guerre. Il s'est associé à quelques généraux, Clausel et Bugeaud. Ce sont ces trois personnages qui vont décider du devenir de la colonisation entre 1830 et 1847. Et ces gens-là avaient deux options. D'une part, en tant que militaires, c'est-à-dire avoir la direction de la colonisation, et de 1830 à 47, avec la phase Vallée, hein, le général Vallée, ça a été une phase de transition entre 1836 et 1839. Mais sinon, c'est Soult, Clausel et Bugeaud qui ont conduit, et ils avaient donc un pouvoir militaire, et ensuite à ramener, transposer de la population coloniale européenne pour occuper les terres, etc. Et donc, la terre a été un enjeu colonial absolument central. Je vous remercie, Hosni Kitouni. Restez avec nous. Donc, juste après une petite pause, nous allons évoquer la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Vous regardez toujours Histoire et Mémoire. Vous êtes sur Al 24 News. Nous évoquons la criminalisation du fait colonial en Algérie et en Afrique. Dans la première partie, nous avons évoqué avec Hosni Kitouni et Benjamin Brouwer l'évolution donc de la violence coloniale. Et dans cette deuxième partie, nous allons essayer de voir comment
cette violence a été dénoncée avant qu'elle ne soit criminalisée aujourd'hui. Je commence avec vous, Benjamin Brouwer, pour arriver donc à la criminalisation du fait colonial. Il fallait vraiment donc tout un processus. On passe donc de la dénonciation donc dès le début pratiquement, c'est-à-dire il y avait des voix qui ont accompagné les mouvements de résistance un peu partout dans le monde contre le système colonial, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et une chose peut-être qu'il faut souligner que il y a des voix qui se lèvent contre le colonialisme et ses violences. Mais je pense pas qu'il y avait un seul soldat ou officier qui était mis devant un tribunal pour viol, pour vol, Exaction, pour meurtre. Oui, la discipline militaire était très, très sévère dans l'armée française du 19e, mais je pense pas, sauf erreur de ma part, qu'il y avait un soldat qui était poursuivi en justice pour les crimes qu'il a fait. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est le système normatif dans la guerre, il devient plus robuste au fur et à mesure qu'on avance dans le XXe siècle. Et oui, voilà, ça c'est une réflexion. Aussi, il y a beaucoup des enjeux politiques qui se posaient. Hosni, il a fait un livre remarquable là, sur les enfumats de Dakhla, cette grande charnier là qu'ils ont fait dans une grotte dans l'ouest algérien. Et surtout, il a fait une lecture très très fine de débats politiques en France autour de cette massacre, parce que c'est pas quelque chose il était connu à l'époque. Il a fait scandale politique à l'époque, mais en même temps, les officiers qui a perpétré ces massacres, ils sont sortis très très bien même. Ils ont avancé dans leur carrière. Et ça aussi, c'est intéressant, les enjeux politiques autour de la question de la violence et les normes de l'époque. Pour juste revenir, parce qu'il a soulevé une question, parce que officiellement, la France à l'époque, donc par la voix d'un ministre des Affaires étrangères, et par ailleurs poète très connu, romantique, Lamartine, avait à l'époque dit que ces exactions ne feront jamais objet de repentance. Oui. Donc le déni de la réalité coloniale il est porté au niveau institutionnel, parce que c'est devant la Chambre des représentants. Mais la culture politique en France par rapport à la colonisation a été déterminée par deux éléments absolument essentiels. Le premier élément, c'est que la France, le corps politique français était depuis la Révolution française, divisé en deux camps, la droite, la gauche, etc. Et entre la droite et la gauche, il n'y avait pas de différence en ce qui concerne l'appréciation de la colonisation. Droite comme gauche étaient convaincus que la colonisation est un processus bénéfique pour la construction de la nation française. Donc, la différence entre droite et gauche, c'est comment faire cette colonisation, c'est de la manière de la conduire. Donc ce n'est pas sur le fond, c'est sur la manière de la conduire. La droite prétend que c'est par la violence qu'on arrive à dominer, à soumettre la population, et après l'avoir soumise, c'est alors qu'on commence à l'assimiler. Il faut d'abord la violenter, la soumettre pour... La gauche, non, a une autre vision humaniste. Elle dit c'est par le commerce, la sociabilité, le savoir qu'on peut gagner la population à nous, ensuite la dominer. Donc, il y a une vision. Alors, il va y avoir quand même, donc, sous la République, après l'Empire, il va y avoir des massacres. Il y a la tentation génocidaire ne va pas donc disparaître. Je vais poursuivre sur cet élément-là. Alors, c'est donc la gauche, pour montrer que la droite va insister sur les violences. Elle dit les violences sont porteuses de quelque chose de négatif. C'est-à-dire, elles poussent la population à se révolter contre nous. D'où
on trouve dans les discours de gauche une dénonciation de la violence, on entend une dénonciation ou un récit, hein, vous retrouvez là. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément qui va jouer considérablement, c'est qu'après 1870, après l'échec de la colonisation à assimiler, à faire disparaître la population algérienne, où la question indigène est devenue une question de politique prégnante, c'est à ce moment-là que la gauche s'est mise à construire un discours anticolonial fondé sur la mise en relief des violences. Et c'est comme ça, à partir, c'est un courant qui va se développer et se matérialiser avec force après 1940. Alors, nous, on a été pris au piège, c'est-à-dire nous, en tant que colonisés, pris en piège. C'est-à-dire en écoutant ou en entendant la gauche dénoncer la violence, on croit qu'elle dénonce la colonisation. Mais en fait, c'est non. Il dénonce les pratiques de la colonisation, mais il ne dénonce pas la colonisation en tant que processus de domination, d'agression, etc. Or, pour nous, Algériens, pour nous, victimes, d'accord, c'est la colonisation en elle-même qui est une violence contre nous. C'est une agression extérieure, c'est une prise de position de nos terres, c'est une domination étrangère sur nous. Pour nous, Algériens, la présence même du colonisateur, de l'étranger sur notre terre, est une violence. Ajoutez à cela tous les processus militaires, économiques, etc. Donc la perception de la colonisation, si elle est vue par le colonisateur, elle est vue en tant que processus bienfaiteur, c'est-à-dire qui va transformer la société, qui va apporter du progrès, etc. Alors que pour nous, Algériens, pour nous, victimes, la colonisation est intrinsèquement violente, destructrice et repoussée. Benjamin Bravor, donc la déclaration d'Alger, ensuite l'Union africaine considère le fait colonial comme un crime contre l'humanité. Donc à partir de ce moment, on réclame aujourd'hui, tous les Africains réclament justice. Oui, et je pense que les gens là, dans l'histoire, ils seraient très contents de voir ce développement. Partout dans le monde, on a beaucoup parlé de l'Algérie, mais c'est une question qui s'occupe de toute l'Afrique. Bien sûr, la présence de l'Union africaine en est témoin, mais aussi ici, je suis aux États-Unis, c'est une question qui est très importante pour les gens ici. Et je pense il y avait dans cet été de 1945 là, pendant que l'ONU elle était fondée à San Francisco. Il y avait un activiste, journaliste africain-américain qui s'appelle Lael Lane, qui a fait un article là pour dénoncer. Elle disait qu'est-ce qui s'est passé en Algérie avec le massacre. Elle dit tiens les Européens là, les Américains, ils se réunissent pour faire un monde pour eux et pourquoi pas un monde pour nous. Parce que nous, on est des Africains-Américains, on a fait la guerre, on a payé l'impôt du sang, mais pourtant on est toujours victime de discrimination raciale, de violence, les lynchages, etc., etc. Et dans cet article, il a dit, imagine qu'on peut faire le même congrès à Alger, où les gens qui sont des victimes de racisme aux États-Unis, des colonisés partout dans le monde, ont fait notre propre monde, selon nos règles ou qui concernent nos problèmes à nous. Et voilà, je suis sûr que si elle a pu, vu la déclaration d'Alger, elle serait très, très contente. Oui, pourquoi je voulais souligner un aspect qui est assez important. Oui. Pourquoi la déclaration d'Alger est devenue un élément fondateur. Tout simplement parce que les types de colonisation en Afrique
les souffrances coloniales en Afrique n'ont pas été les mêmes. Il faut noter d'abord, il y a l'esclavage et la traite transatlantique. N'a pas touché tous les pays africains. Elle a touché essentiellement des pays, le Sénégal, l'Angola, des pays de l'Afrique centrale, de l'Ouest. Bien. Et donc, nombre de pays n'ont pas été touchés par l'esclavage. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que les colonisations en Afrique n'ont pas toutes été des colonisations de peuplement. La majorité des pays colonisés en Afrique, que ce soit par l'Angleterre, le Portugal, la France, etc., ont été des colonies d'exploitation pour des raisons historiques complexes. Donc il n'y a pas eu de peuplement, il n'y a pas eu d'accaparement, de dépossession massive et de violence massive pour éloigner les populations. Donc, la perception de la majorité des pays africains de la colonisation se fait à travers l'esclavage et à travers une colonisation d'exploitation qui a été surtout une colonisation d'appauvrissement, de profond appauvrissement. Appauvrissement, spoliation, etc. Absolument. Alors, les rares pays qui ont subi une colonisation de peuplement, c'est l'Algérie, voilà, le Kenya, la Namibie, l'Afrique du Sud, à peu près 5 ou 6 pays africains qui ont payé. Et qui donc ont subi une autre forme de colonisation qui a pris un caractère génocidaire, destructeur de populations, etc. Et donc, la perception de la colonisation est différente de ces pays-là par rapport aux pays, notamment l'Algérie. Si pour le Sénégal, donc là, la colonisation, c'est un pillage, c'est de l'esclavage. Pour nous, Algériens, la colonisation est surtout un génocide. Et surtout ce que là détruit comme homme, comme individu, comme sociabilité. Dénaturation identitaire également. Voilà. Et cela s'est traduit à travers, d'une part, la conférence d'Accra sur la colonisation, où les congressistes, les conférenciers ont surtout mis l'accent sur l'esclavage et sur les réparations pour les dépossessions, l'exploitation, etc. Mais la colonisation en elle-même et le génocide colonial n'a pas été pris en considération. Et je crois le saut qualitatif, c'est pour ça que l'Algérie a demandé, le président Tebboune a demandé à ce que la conférence soit organisée à Alger, et que dans le cadre de l'année consacrée à la colonisation, encore l'année 2025. Et donc Alger, c'est là son importance. Certes, elle a mis l'accent sur les réparations, mais elle a surtout mis l'accent sur la nécessité de criminaliser la colonisation en tant que colonisation. Et pour la première fois, dans le langage africain, dans la rhétorique africaine, la colonisation est considérée comme un génocide. Et égal comme un processus d'exploitation, etc., mais également pour ça. Et c'est là le changement radical dans les discours, dans la rhétorique africaine sur la colonisation, c'est qu'aujourd'hui, nous avons placé la colonisation en tant que crime contre l'humanité, en tant que génocide qui doit être considéré comme tel dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Afrique. Donc maintenant, on n'est plus au stade de la dénonciation, maintenant il faut agir. Comment on doit agir et comment prévoir la suite de cette déclaration et de l'adoption de cette déclaration contre les crimes coloniaux en Afrique, M. Braour? Ça, c'est une question qui dépasse un peu peut-être mon expertise. Étant historien et pas africain. Mais je pense qu'on peut voir, selon l'histoire, là, le chemin qui a été tracé depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on peut tracer un monde... c'est difficile à voir. Pour les historiens, de voir le futur, c'est toujours un peu... On hésite à dire parce qu'on se trompe tout le temps. Le passé, c'est un bon récit, c'est essentiel pour comprendre le présent, mais pour prédire le futur,
On est dans un moment de grand bouleversement du système international. Ça, tout le monde peut le voir. Le système de droit international, il est en pleine crise. Même la question d'un régime normatif, qui est au fond le droit international, c'est ça. Est-ce que nous, comme peuple humain, on veut mettre certaines limites, certaines normes, des valeurs qu'on veut respecter ensemble? Et il y a de moins en moins de ce consensus que c'est quelque chose de valable. Mais peut-être pour voir encore l'importance d'AG, l'Afrique dans tout ça. Parce que dans cette crise généralisée de normes et de droits à l'échelle internationale, vous avez des leaders africains, des intellectuels qui viennent, des hommes et des femmes de conscience, qui viennent que nous, on va prendre le relais sur ça. Pour dire qu'il y a des crimes, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que des gens qui sont des criminels seraient tenus en justice, tôt ou tard. Oui, ça c'est inspirant pour moi. Donc, l'avenir, c'est pratiquement, c'est plus aux historiens d'envisager, mais c'est l'aspect juridique qui est important. Oui. La criminalisation du colonialisme relève plutôt donc de la justice et non pas du travail d'historien, n'est-ce pas? La déclaration d'Alger, maintenant je vais un peu clarifier pour reprendre des éléments qui ressortent de la déclaration d'Alger. Il y a un, c'est la reconnaissance du colonialisme comme crime historique et international. Ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce que dit la déclaration d'Alger? Elle affirme le colonialisme, l'esclavage transatlantique, la déportation, l'apartheid constituent des crimes contre l'humanité et des formes de génocide ayant infligé des souffrances systémiques aux peuples africains et qu'ils sont imprescriptibles. C'est des crimes imprescriptibles. Alors, elle appelle à une reconnaissance publique et explicite de ces crimes par les anciennes puissances coloniales. Ça, c'est le premier élément absolument essentiel. Le deuxième élément qui ressort de la déclaration d'Alger, c'est la construction d'un cadre africain pour la justice historique. C'est-à-dire que là, la déclaration propose de mettre en place une architecture continentale africaine reposant sur 4 piliers. La mémoire, la vérité, la justice et la réparation. Le troisième élément qui ressort essentiellement de la déclaration d'Alger, c'est la demande de reconnaissance et de responsabilité des anciennes puissances coloniales pour les crimes, les dépravations, etc., qui ont été commises durant la période coloniale. Enfin, la création d'un outil africain pour les réparations. Et c'est là où interviennent des différences entre notamment l'Algérie et les autres pays africains. Si les autres pays africains qui ont subi des colonisations, d'exploitation et l'esclavage demandent des réparations matérielles, financières, etc., l'Algérie, au contraire, ne demande pas de réparations matérielles, financières, etc., mais elle demande essentiellement la reconnaissance des crimes qui ont été commis pendant la période coloniale. Enfin, et c'est là l'élément absolument essentiel qu'a porté la déclaration d'Alger, c'est l'institution d'une journée africaine de la mémoire. C'est-à-dire ce qui a été fixé par la suite au 28 novembre. Donc, voilà l'apport essentiel de la déclaration d'Alger qui va être reprise ensuite par l'Union africaine qui va considérer la déclaration d'Alger comme une base de travail pour les demandes de reconnaissance et les demandes de réparation. Alors, maintenant, le rôle d'un historien pour, justement, faire en sorte à ce que les anciennes puissances coloniales reconnaissent, parce que la plupart des anciennes puissances coloniales alimentent même le déni donc, de ces crimes. Benjamin Brouwer.
Oui, c'est évident pour moi dans mon pays ici, Oui. qui est en plein révisionnisme historique, même dans les sites publics, des sites historiques où une partie de l'histoire est effacée, qui n'est pas glorifiant au gouvernement actuel. Ils enlèvent les plaques, ils censurent les musées, etc. Aussi, la France, moi je suis de loin, toutes les conversations politiques actuelles où on dirait que l'extrême droite il a la main mise là-dessus, qui sont en train d'imposer leur vision révisionniste et profondément erronée de l'histoire et l'expérience coloniale. Alors, il y a des historiens qui travaillent, qui documentent la vérité, qui ont fait notre projet d'historien, mais aussi ceux qui peut mettre en acte là dans un point de vue criminalisé, etc. C'est des juristes et des politiciens. Et je suis sûr que les juristes, eux, c'est des gens qui ont leur profession, qui ont leur valeur à la loi, au droit. Mais les politiciens, non, beaucoup moins. On ne peut pas compter sur eux. Ça, c'est un enjeu de pouvoir et on dirait que le révisionnisme d'extrême droite, il a son moment maintenant. Mais le moment de maintenant, c'est pas pour toujours. Husni, ça sera la dernière question et la même question que j'ai posée à Benjamin Bravo. Le rôle de l'historien, aujourd'hui. Je crois que vous avez parlé tout à l'heure de déni. La question que je pose, peut-on s'attendre d'un criminel qu'il reconnaisse, qu'il se repentisse de ses crimes? Ça, je crois que en Europe, il souffre précisément de ce déni. Ce qui se vit aujourd'hui en Europe, la montée des fascismes, la montée des exclusions, la montée du rejet de l'autre, est une conséquence de la culture coloniale. Ça, les racines du fascisme qui est en train de monter en Europe se trouvent dans la colonisation et dans la manière dont les pays coloniaux ont traité les autres, nous ont traités. Et tant qu'il n'y a pas en Europe la reconnaissance des crimes commis contre les peuples du Sud, l'Europe continuera à souffrir d'une crise culturelle, mentale, psychologique qui ne lui permettra pas de pouvoir être dans une relation d'harmonie, de bonne entente avec les peuples du Sud. Le premier acte d'une construction d'une humanité, c'est que ces pays oppresseurs, dominateurs, reconnaissent les crimes qu'ils ont commis pour devenir prospères. La prospérité de l'Europe, la prospérité de l'Occident repose sur le pillage de ce massacre, le déni des autres peuples. La racine de la richesse est dans notre pauvreté. Nous avons été appauvris pour enrichir l'Europe. Et ça, c'est un élément essentiel. Donc, il ne faut pas, le déni chez eux est un déni constitutif de leur culture. Ça fait partie de leur culture. Maintenant, nous concernant, nous, en tant qu'Africains, en tant que victimes, je crois que le premier acte fondateur, c'est de nous libérer du narratif colonial. Nous devons sortir de notre aliénation de colonisés et percevoir l'Europe pour ce qu'elle a été, l'Occident pour ce qu'il a été. C'est-à-dire, il s'est construit, la culture occidentale s'est construite sur le déni du colonisé. Et ce qui prétend être un universalisme émancipateur, de progrès, etc., c'est un universalisme trompeur, c'est un progressisme trompeur. En fait, il plaide le progrès sur le dos des autres, sur l'exploitation et la domination des autres. Alors, c'est pour ça que ça, c'est le premier acte, nous libérer de l'hégémonie eurocentrique et pour construire un discours historique à partir de nous-mêmes,
à partir de nos vécus, à partir de nos sources, à partir de nos archives, pour interroger, déconstruire le discours colonial et nos narratifs coloniales. Ça, c'est le premier. Le second élément, c'est de nous tourner vers l'Afrique. C'est extrêmement important. Il ne faut pas que nous soyons la province de l'Europe. Il faudrait que nous devenions notre propre métropole, c'est-à-dire l'Afrique qui se ressource en elle-même, qui s'écoute, qui s'entend, qui s'échange, etc. Ça, c'est le deuxième. Le troisième élément, c'est de revitaliser les moyens de communication, d'échange, congrès, rencontres, conférences entre Africains, et aussi à travers les historiens progressistes du monde, pour que nous puissions nous écouter, nous échanger nos expériences, échanger nos vécus, échanger nos travaux, nos résultats, etc. Et je crois que c'est par ce seul moyen, par ce recentrement sur nous-mêmes, sur nous en tant qu'anciens colonisés, qu'il est possible peut-être de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il nous reste moins de 30 secondes, donc je les consacre à Benjamin Brouwer, qui veut rajouter quelque chose à ce que vous avez développé, Hosni. Benjamin. Peut-être une autre façon de dire ce qu'il vient de dire mon ami Hosni, c'est la souveraineté narrative. Et que nous, c'est nous concerne comme historiens, c'est comment exercer le droit souverain de se raconter son propre histoire, bien sûr en dialogue avec des autres historiens du monde. Le fait que l'historiographie algérienne est ouverte au monde, moi j'en suis preuve dans les invitations, etc., que j'ai à causer avec mes collègues algériens. Mais enfin, encore une fois, le projet de décoloniser l'histoire, qui est très, très difficile à réaliser. Voilà, je vous remercie, Benjamin Brouwer. Je rappelle que vous étiez avec nous à partir du Texas, aux États-Unis. Je remercie Hosni Kitouni, historien et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la guerre de libération, mais aussi à la colonisation. Je remercie également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.